Le dossier qui arrive est un dossier qui s'intéresse au problème des greffes et des prélèvements d'organes. Alors on va aborder à la fois des problèmes médicaux et aussi des problèmes médico-légaux. C'est parti. Le jeune Jean-Michel C. est renversé par un camion, occasionnant un fracas crânio-encéphalique massif, mais aucune lésion viscérale sous-jacente. Le sujet est en état de mort cérébrale dans un service de réanimation neurochirurgicale. Vous imaginez déjà ce qui va se passer. Un constat de décès peut-il d'ores et déjà être établi? Selon quelle méthodologie? Décrivez un certificat médical de décès. Existe-t-il différents modèles? S'il s'agit d'une mort suspecte avec possible obstacle médico-légal, tout prélèvement d'organes est-il impossible? Décrivez ensuite la marche à suivre classique avant des éventuels prélèvements d'organes. Et maintenant, on va détailler chacune de ces réponses. Un constat de décès peut-il d'ores et déjà être établi? Selon quelle méthodologie? C'est pas très complexe en fait. D'abord, la réponse est oui. C'est évident que chez un sujet en état de mort cérébral, on peut déjà établir un certificat de décès. Donc oui. Vous allez devoir être assez méthodique et nous dire dans quelles circonstances précises l'accident s'est produit. Donc, analyse des circonstances. Ça, ce sont toutes les choses que vous allez devoir intégrer. Vous allez devoir prouver ensuite l'état de mort cérébrale de ce patient. Autrement dit, le côté artificiel, entièrement artificiel, de la respiration. Plus rien n'est spontané, c'est un respirateur artificiel qui permet la poursuite de celle-ci. Donc, le respirateur. Abolition totale de tout réflexe. Ça signe vraiment le côté cérébral de la mort. Alors, je vous en ai cité certains, l'oculocéphalique ou oculocéphalogyre, le cornéen, la réaction à la stimulation douloureuse, nociceptif si vous préférez, la toux, etc. L'absence de ces réflexes signifie en fait que le tronc est totalement détruit, lysé et qui n'est plus efficace. Ça signe vraiment la mort encéphalique, la mort cérébrale. L'absence de toute respiration spontanée, c'est encore un des réflexes de base qui est complètement annihilé. Ça, vous devez absolument le rechercher. En pratique, vous retirez le respirateur, vous le coupez plutôt, vous le débranchez quelques secondes, quelques minutes, puis vous voyez quand même qu'au bout de plusieurs minutes, même si une hypoxie apparaît et qu'une hypercapnie apparaît, il n'y a aucune reprise spontanée de la respiration. Ça vous signe donc que les centres de contrôle de la respiration sont totalement nécrosés, totalement morts ou inaptes à fonctionner, et donc, malheureusement, que le sujet est en état de mort cérébrale. Dernière chose, c'est la recherche d'une hypotonie complète, autrement dit, il n'y a plus aucun réflexe existant sur le plan musculaire. Ça vous signe encore le même état de mort cérébrale. D'autres choses aussi sont à rechercher. Vous avez la mydriase bilatérale aréactive, qui signe vraiment, vous savez, c'est cette dilatation des pupilles bilatérales qui est assez caractéristique dans les états de mort cérébrale. Vous avez aussi d'autres examens complémentaires qui peuvent être utilisés pour apporter ce diagnostic d'état de mort cérébrale. Le premier, c'est l'EEG. Un tracé complètement plat, d'une façon soit spontanée, soit après stimulation, signifie vraiment qu'il y a un état de mort cérébral. Donc n'oubliez pas, vous devez décrire spontané et provoqué par une stimulation. 2 secondes, ça ne suffit pas. 30 secondes non plus, il faut que ça soit pendant une durée jugée suffisante. Alors dans certains centres, on fait ça pendant 20 minutes, dans d'autres pendant 30 minutes. Voilà, c'est jugé suffisante, une longue durée. Parce que ça peut être quelque chose d'interrompu pendant quelques secondes ou quelques minutes pour des causes toxicologiques ou autres. Et il faut en plus que le sujet ne soit pas en hypothermie, parce que vous savez que ça peut donner des électroencéphalogrammes plats simplement pour des raisons physico-chimiques. Également, il ne faut pas que ce patient ait reçu une drogue sédative. On pense surtout au barbiturique, ce qui peut donner des faux positifs. C'est assez embêtant si vous déclarez quelqu'un en état de mort cérébrale. Si on se rend compte quelques heures plus tard qu'il avait des barbituriques, manque de peau, entre-temps, on lui a pris tous ses organes. Ça fait un petit peu mauvais genre. Donc, quand vous décrivez un EEG plat, vous ne pouvez pas dire simplement EEG plat. Là, vous n'aurez pas de points, voire aucun point, voire des points négatifs, c'est-à-dire un 0 au dossier. Pourquoi? Parce que vous devez vraiment préciser chacun de ces items. Spontané, en provocation artificielle,
une durée relativement longue, jugée suffisante, on va dire, pas d'hypothermie et pas de barbiturique. C'est hyper important. L'autre examen complémentaire auquel on peut avoir recours, c'est l'artériographie ou, de plus en plus, avec le développement des techniques radiologiques, l'angioscanner. Évidemment, angioscanner cérébral, on est dans un état de mort cérébral. Qu'est-ce qu'ils vont montrer chacun de ces deux examens? C'est l'un ou l'autre, hein. C'est jamais les deux, il n'y a vraiment aucun intérêt. Vous allez montrer un arrêt de vascularisation cérébrale. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, les vaisseaux qui irriguent le cerveau, c'est-à-dire les carotides et le tronc basilaire, puisque le cerveau est complètement nécrosé, ces vaisseaux vont se thromboser. Il ne va plus y avoir aucun flux pénétrant à l'intérieur de la boîte crânienne. Et ce que vous allez voir, c'est un arrêt du flux, tout simplement, donc une artériographie blanche intracrânienne. Aucun flux vasculaire. Voilà ce qu'on va examiner. Ça traduit vraiment soit la conséquence, soit la cause d'un état de mort cérébrale. Si, et c'est très important, un seul de ces signes est absent, on ne peut pas déclarer la mort. Par exemple, si vous avez une persistance d'un signal électroencéphalogramme assez bien visible, et si vous avez une mydriase, si vous avez une abolition des réflexes du tronc, etc., vous ne pouvez pas, néanmoins, déclarer votre sujet mort parce qu'il persiste encore un signe positif de non-état de mort cérébrale. Donc, l'absence d'un seul de ces signes ne permet absolument pas de déclarer la mort. Enfin, dernier point, ce constat de décès, il n'est pas signé par un seul médecin, il est signé par deux médecins, justement pour que chacun des deux puisse vérifier l'exactitude des renseignements cliniques et également des examens complémentaires réalisés. Le caractère double, vraiment, apporte du poids et apporte du crédit à ce constat de décès. Je vous rappelle qu'on parle ici d'un constat de décès et pas d'un certificat de décès. Maintenant, intéressons-nous au certificat de décès. C'est quelque chose de radicalement différent. C'est écrit par un médecin et justement, on va voir les différents modèles car il y a différents modèles. Donc, autrement dit, si vous avez répondu non, c'est assez mauvais pour vous parce qu'il y a deux types de certificats de décès. Intéressons-nous au premier, celui qui est général. Autrement dit, ce qu'on appelle généralement le certificat de décès adulte. Bon, son schéma directeur a été bien codifié dans un arrêté de 96. Ça, c'est juste pour que vous le sachiez. Évidemment, ce n'est pas noté et surtout, ça ne sera jamais demandé. Figurez-vous quand même que ce certificat de décès, il va être envoyé pour partie à une autorité administrative et pour autre partie à une autorité scientifique dans le but d'établir un état général, on va dire, statistique de la santé de la population française. Donc, vous avez des renseignements qui respectent le secret médical et d'autres qui sont, on va dire, lisibles uniquement par un corps médical ou paramédical qui respecte ce secret. Donc vous avez une partie découverte, la partie supérieure, et une partie cachetée, qui est la partie inférieure. La partie supérieure, visible de tous donc, elle est administrative. Elle stipule certains renseignements qui sont administratifs. Le département où s'est passé le décès, la commune de décès, le code postal, toujours très difficile à chercher, le nom du défunt, son prénom, ou plutôt j'aurais dû dire ses prénoms. Également la date de naissance. Tout ça, c'est vraiment le but d'identifier réellement l'individu. Il ne faut pas déclarer mort quelqu'un, sachant que ça peut être pris pour quelqu'un d'autre. Le sexe du sujet, pas toujours facile avec certains prénoms, les nouveaux prénoms, Mégane par exemple. Domicile, certification de mort constante, même réelle et constante, c'est ce qui est marqué dans le certificat. Un médecin s'engage et dit « oui, le patient que j'ai examiné, pour lequel je fais aujourd'hui ce certificat de décès, a un état de mort qui est réel, c'est-à-dire objectivé par moi, et constant. Ça veut dire que si je repasse 5 minutes plus tard, il sera toujours mort, voire vraiment mort. » Il précise aussi la date de décès. Ça, c'est obligatoire pour des raisons administratives et aussi d'assurance. Et l'assurance oblige également à ce qu'il y ait une heure de décès stipulée. Si jamais on retrouve un cadavre qui est complètement putréfié, dans ce cas-là, c'est la date de découverte du cadavre et l'heure de découverte du cadavre qui sont notées sur le certificat. On n'extrapole pas. Généralement, on n'extrapole pas. Pourquoi l'heure de décès? Eh bien, si monsieur meurt dans un accident de voiture à 14h et que madame meurt à 14h10, eh bien, ça veut dire que madame aura eu le temps, entre-temps, pendant ces 10 minutes, d'hériter tout simplement des biens de monsieur. Si par contre, madame meurt
à 14h05 et que monsieur meurt, lui, à 14h10, ça inverse radicalement les choses. Donc, vous voyez que votre certificat médical a également une autre importance qui n'est pas que administrative, mais qui est aussi dans les assurances. Donc, n'oubliez jamais l'heure de décès. De toute façon, un certificat où l'heure n'est pas mentionnée, ou alors un certificat pour lequel manque l'une de ces informations, pas le code postal, parce que ça se retrouve, mais ce genre de choses, c'est vraiment un certificat qui n'est pas viable, qu'il faut refaire. On vous demande également d'autres informations qui sont du domaine médico-légal. Notamment, est-ce qu'il y a un obstacle médico-légal? Autrement dit, est-ce que c'est une mort qui est douteuse? Est-ce qu'il y a des lésions traumatiques, des lésions de violence qui sont suspectes? Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui orientent vers la nécessité d'un examen extérieur du cadavre ou vers la réalisation d'une autopsie? C'est ce qu'on appelle un obstacle médico-légal. Donc là, vous avez une série de colonnes marquées oui, marquées non. Si jamais il y a une seule de ces cases qui est cochée non, ça oriente un petit peu, on va dire, ça pique un petit peu les yeux soit de la mairie, soit du procureur de la République, soit de la personne à qui est transmis ce certificat de décès, et donc il peut être amené à réaliser une action en justice, et notamment un examen médico-légal du cadavre. Puis il y a aussi d'autres renseignements qui sont obligatoires. Par exemple, est-ce qu'il faut que ça soit un cercueil hermétique ou est-ce qu'il faut que ça soit un cercueil simple, notamment dans les problèmes infectieux ou dans des problèmes de transport de corps hors du département, hors de la région, voire hors du pays. Transport hors du pays, c'est généralement un cercueil hermétique parce que ça veut dire que le macabé va prendre le bateau ou va prendre l'avion. Est-ce qu'il y a un obstacle au don du corps? Maladie infectieuse, est-ce qu'il y a, par exemple, un obstacle médico-légal qui empêche temporairement un don du corps, etc. Ça, c'est une des choses qui est mentionnée dans la partie supérieure. Est-ce qu'il y a des prélèvements en vue de rechercher les causes du décès qui ont été réalisés? Par exemple, des prélèvements sanguins, par exemple, des prélèvements de cheveux ou d'urine. Ça aussi, c'est mentionné. Est-ce qu'il y a une prothèse qui fonctionne au moyen d'une pile? C'est principalement les pacemakers auxquels on pense. Ça, c'est les pacemakers. Évidemment, dans ce cas-là, il faudra les retirer. Pourquoi? Parce que si jamais le cadavre est incinéré, ça fait exploser la chambre d'incinération. D'autre part, il y a souvent du matériel radioactif dans ces pacemakers. On évite que ça vienne polluer la terre d'enfouissement du cadavre. C'est simplement dans un but écologique, on va dire. Puis maintenant, c'est récupéré, c'est recyclé et c'est posé soit en Afrique, soit en Amérique latine, soit en Asie. Donc il y a quand même un but utilitaire. La date, pas la date de décès, mais la date de rédaction de votre certificat médical de décès, une signature qui est manuscrite. Le tampon ne suffit pas. Il faut absolument qu'il y ait une signature manuscrite. Et enfin, on peut finir avec votre tampon. Si jamais le tampon manque, ce n'est pas suffisant, parce que n'importe qui peut voler un certificat médical de décès, faire son certificat complètement inventé, et puis ne pas mettre de tampon. Évidemment, il n'aura pas de tampon professionnel. Donc le tampon est vraiment quelque chose d'hyper important. Intéressons-nous maintenant à la partie inférieure du certificat médical. C'est une partie qui est médicale et donc soumise au secret professionnel. Elle est destinée à l'INSERM dans un but de recherche. Ce qui est coté ici, c'est la partie médicale. Ce n'est pas l'INSERM qui code 2, c'est médical. Qu'est-ce qu'elle a comme renseignement, cette partie inférieure? Il faut quand même qu'on sache dans quel département était présent le sujet pour savoir s'il y a plus d'infarctus dans telle région de France, plus de cancer du poumon dans telle autre région. Donc il y a quelques renseignements administratifs, mais qui sont vraiment très très limités. La commune de décès, la commune de domicile, la date de décès, la date de naissance, le sexe et surtout, l'une des choses les plus importantes, les causes de décès. Là, on vous demande de préciser la cause immédiate de décès, qui a fait éventuellement suite à telle autre chose, qui a fait suite à telle autre chose, bref, tout le cheminement des maladies qui a conduit au décès de l'individu. Par exemple, l'autopsie de ce matin, c'était un sujet qui avait une athérosclérose diffuse, qui ensuite a fait un infarctus myocardique diffus, multiple, et cet infarctus a provoqué un coma, le sujet est rentré en agonie, et ensuite il a fait une inhalation de liquide bronchique dans ses poumons. Donc l'enchaînement des faits, c'était un infarctus myocardique massif, compliqué d'une inhalation bronchique de liquide gastrique, et
l'état pathologique antérieur, c'est athérosclérose diffuse, hypercholestérolémie, obésité. Donc voici les différents items qu'on vous demande, l'état pathologique antérieur et le cheminement des maladies, l'intrication des maladies les unes avec les autres qui ont conduit au décès. On peut éventuellement vous demander des renseignements supplémentaires. Par exemple, ce sont des cases à cocher. Est-ce qu'il y avait une grossesse? Est-ce que c'est survenu au moment d'une grossesse? Est-ce que c'est un accident de travail? Où s'est produit le décès? Est-ce que c'était dans un hospice? Est-ce que c'était dans un lieu public? Est-ce que c'était dans les transports? Est-ce que c'était au domicile? Tout ça, il faut le préciser. C'est dans un but statistique. Est-ce qu'il y a eu une éventuelle autopsie? Est-ce que ces résultats, d'ailleurs, sont disponibles ou pas? Et puis, on vous demande, comme toujours, une signature manuscrite et un tampon professionnel. Le tampon est vraiment là pour assurer l'authenticité de cet acte qui a une valeur énorme. Un certificat de décès, c'est vraiment l'un des plus importants papiers que vous signerez dans votre activité professionnelle. Ça, c'était le certificat de décès adulte. Il y a un autre certificat de décès, c'est le certificat de décès néonatal. Alors, à qui est-ce qu'il s'applique? Les enfants nés vivants. Si on fait un certificat de décès, c'est bien qu'ils ont été vivants à un certain moment, soyons logiques. Et ils sont morts quand? Ils sont morts, puisque c'est un certificat de décès. Ils sont morts entre la naissance et 27 jours de vie révolue. Mais ce n'est pas tout. Il faut que l'enfant soit né vivant, certes, mais qu'il ait eu un âge gestationnel de 22 semaines au moins, ou alors 500 grammes de poids au moment de la naissance. C'est assez complexe, hein, on sent que les législateurs se sont bien embêtés là-dessus, mais c'est vraiment pour que on considère que l'individu était viable. Cette limite de 500 grammes et de 22 semaines d'aménorrhée, ça signifie que l'enfant qui est né vivant était potentiellement viable. Donc c'est un décès qui n'est pas logique, qui n'est pas normal. Donc c'est pour ça que cette limite a été fixée. Autrement dit, si on a un nouveau-né qui est né vivant, qui est mort à, on va dire, 4 jours de vie, qu'il pesait à sa naissance 400 grammes et qu'il est né à 21 semaines d'aménorrhée, vous ne ferez pas de certificat de décès néonatal parce que vous ne rentrez pas dans ce cadre des 22 semaines d'aménorrhée minimum ou des 500 grammes de poids à la naissance minimum. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Malheureusement, il y a parfois des erreurs. Autrement dit, pour les morts-nés, vous n'en faites pas. Autrement dit, puisqu'il s'agit d'un enfant qui est un nouveau-né, vous allez devoir donner des renseignements supplémentaires par rapport au certificat médical de décès des adultes. Des renseignements qui portent sur l'enfant, évidemment, avec l'enchaînement des faits qui ont conduit à son décès, mais également des renseignements sur l'accouchement et sur les parents. Pas que la mère, hein, le père aussi. Les maladies familiales, les éventuelles prises de toxiques d'une part ou de l'autre, un accouchement, est-ce qu'il était eutoxique ou dystoxique? Voilà, tout ce genre de renseignements doivent absolument être portés sur ce certificat. De toute façon, il y a les cadres qui sont prévus, donc vous avez simplement ces cadres à remplir. Voilà, j'espère que c'est clair pour les certificats. À titre indicatif aussi. D'accord. D'accord. Pour que les choses soient bien claires dans votre esprit, dans les 2 diapositives qui suivent, je vous présente un certificat médical adulte. Vous allez retrouver la partie supérieure administrative et la partie inférieure médicale non cachetée, justement pour que vous puissiez la voir. Et puis dans le certificat d'après, qui est un certificat néonatal, vous verrez justement l'importance des renseignements supplémentaires qui touchent à la famille et au moment de l'accouchement, ce moment critique qui justement a pu être à l'origine du décès de ce nouveau-né. Regardez-les bien en détail, comme ça vous allez bien vous les mettre dans la tête. Autre problème, s'il s'agit d'une mort suspecte avec possible obstacle médico-légal, tout prélèvement d'organes est-il impossible? Si vous avez répondu oui, c'est assez dommage pour vous parce que la réponse est non. Même s'il y a un obstacle médico-légal, il ne faut pas perdre espoir, le médecin peut toujours téléphoner au procureur de la République, vous voyez pourquoi cet individu est vraiment important pour nous, en lui disant, écoutez, voilà, je sais, il y a un obstacle médico-légal, il a peut-être été renversé par une voiture ou je ne sais pas quoi, il faut en effet qu'il y ait un examen médical corporel externe, éventuellement qu'il y ait une autopsie, mais c'est dommage parce que c'est quand même un individu jeune, et j'aimerais bien que ses organes soient récupérés pour assurer la greffe de, on va dire, 10 personnes différentes.
De plus en plus, les procureurs de la République sont sensibles à ce genre d'argument, et soit un médecin légiste est présent au moment de la prise d'organes par le chirurgien, soit il se contente d'un examen médical extérieur du cadavre avant la prise des organes, soit, c'est le cas le plus fréquent, après la prise d'organes, a lieu une autopsie, et on a en plus le compte-rendu opératoire du chirurgien preneur d'organes ou des chirurgiens qui nous disent « voilà, j'ai trouvé telle lésion ». Voilà, généralement, comment ça se passe. On a une autopsie a posteriori, et on est bien content parce que du coup, ce décès n'a pas servi à rien. Il a été pourvoyeur d'organes pour des greffes. Donc retenez que le procureur de la République a vraiment un rôle central. Il peut autoriser des choses qui théoriquement ne sont pas possibles par dérogation, et il peut vraiment rendre des prélèvements réalisables malgré un obstacle médico-légal. Voyons voir justement la marche à suivre classique avant des prélèvements d'organes. Comment ça se passe? Vous êtes en réanimation, vous avez un sujet qui est en état de mort cérébrale. Qu'est-ce que vous allez mettre en marche comme machinerie clinique et paraclinique avant d'aboutir à la réalisation des prélèvements puis de la greffe? D'abord, tout ceci, et vous devez absolument le préciser dans votre question, on vous attend là-dessus, le fameux Monsieur Huriet a fait une loi en 1994 que vous devez citer. Si vous ne la citez pas, c'est bien dommage. Ce sont les fameuses lois de bioéthique. Eh bien, tous les prélèvements d'organes sont toujours sous l'autorité de cette loi de 1994. Si le sujet est mineur, ce qui n'était pas le cas dans ce dossier, je suis d'accord. Il faut l'autorisation des parents ou du tuteur, si jamais il s'agit d'un incapable majeur ou d'une personne sous tutelle. Donc ça, c'est toujours obligatoire. Si jamais on ne trouve pas le tuteur ou le mineur, dans ce cas-là, on peut en référer au parquet, notamment au procureur de la République, qui peut se substituer aux parents ou au tuteur. C'est quand même quelque chose d'important. À nouveau, vous voyez toujours ce rôle extrêmement porteur. Donc si jamais vous ne réussissez pas l'examen national classant, vous pouvez toujours essayer de faire procureur de la République. A priori, vous ne vous embêterez pas. Vous devez rechercher une éventuelle opposition exprimée du vivant par le défunt. Autrement dit, vous devez simplement interroger le registre des refus. Vous verrez, il y a souvent les fax du registre du refus qui traînent sur les paillasses ou dans les lits de réanimation, parce qu'il est interrogé à tire-larigot. C'est obligatoire à partir de l'âge de 13 ans du sujet. Ça se fait par fax. En pratique, tout simplement, vous envoyez un fax au registre national des refus en disant, voilà, monsieur X, monsieur Jean-Michel C est mort, est en état de mort cérébral, est-ce qu'il a exprimé de son vivant un refus? Et là, on vous répond généralement dans le quart d'heure qui suit en vous disant oui ou non, tout simplement. Toute personne, à partir de l'âge de 13 ans, peut exprimer son refus à ce registre. Avant, il n'a pas le droit. Après, il peut tout à fait le faire. On peut évidemment demander aux parents ou aux proches si jamais la personne s'y est opposée. Cette opposition peut être exprimée soit au registre des refus, soit de vive voix à la famille ou aux proches. Une fois qu'on a l'autorisation, on passe à autre chose, on passe à la biologie. Vous allez devoir rechercher les conditions de prélevabilité du défunt. En gros, est-ce que le patient n'est pas trop pourri pour qu'on puisse prendre ses organes? Est-ce qu'on va prélever quelqu'un qui a une cirrhose complètement évoluée, qui a un cancer multimétastatique, ou qui a une athéromatose diffuse? Non, évidemment pas. Donc, vous allez devoir rechercher les conditions de prélevabilité du défunt. Quels sont ses antécédents médico-chirurgicaux? Ça ne sert à rien de lui prélever un organe si jamais cet organe n'existe plus, par exemple. Quelles sont ses sérologies? Est-ce qu'il est VIH+, et autres? Et faire un bilan d'organes, donc un examen biologique et aussi un examen clinique complet pour voir dans quel état sont les reins, dans quel état est le foie, dans quel état sont les autres organes. Et puis, une fois que vous avez ces conditions de prélevabilité du défunt, vous allez devoir vous intéresser aux éventuels receveurs. Et là, vous vous tournez vers l'agence de la biomédecine à la recherche de receveurs qui soient compatibles. Donc là, vous voyez, dans cette question, on a 3 plans différents. Vous avez les conditions légales, vous avez ensuite les conditions d'opposition, les conditions ensuite de prélevabilité et d'acceptabilité par le receveur. Donc, un contexte légal pur et ensuite un contexte d'organisation et de médecine. Petite question comme ça, juste en bonus. Les contre-indications médicales générales au prélèvement d'organes. Vous avez des contre-indications qui sont absolues.
Si votre patient il est mort et que vous ne savez absolument pas pourquoi, c'est évident que vous ne pouvez pas le prélever, vous risquez de transmettre quelque chose que vous ignorez à une ou plusieurs personnes greffées. Donc c'est évident, c'est hors de question. Si jamais la personne est morte d'une rage ou d'une encéphalite fébrile, n'y pensez même pas, vous allez évidemment infecter de rage le patient greffé. D'autant plus qu'il sera sous immunosuppresseur ou immunodépresseur, je vous rappelle. Si jamais votre mort est mort d'une encéphalopathie spongiforme bovine, autrement dit d'une maladie à prions, vous n'allez évidemment pas le prélever, et de toute façon, je pense que vous ne trouverez aucun chirurgien pour le prélever. Donc là, le problème est réglé. Si votre sujet est HIV positif ou HTLV positif, ce qui arrive évidemment beaucoup plus fréquemment qu'une maladie à prions, eh bien vous n'allez pas le prélever non plus. Même si le receveur est VIH+, vous n'allez pas prélever un patient VIH+, pour lui donner. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes souches de VIH, d'une part, et d'autre part, vous avez vraiment un risque de contamination ou d'exacerbation de la maladie. Donc, ça ne se fait pas, du moins pas pour l'instant. Autre chose, certains cancers, notamment la prostate ou le mélanome, des cancers qui flambent, notamment sous traitement immunosuppresseur, vous n'allez pas les prélever. Et puis en plus, ce sont des cancers qui sont éminemment métastatiques. Donc vous avez une possibilité de métastase déjà présente au stade microscopique, donc pas décelable à l'œil nu, mais visible uniquement en anapathe, dans les organes que vous allez prélever et introduire chez le receveur. Donc vous ne pouvez pas prélever les patients qui ont certains cancers. D'autres cancers, par contre, on rentre dans les contre-indications relatives, les cancers bien documentés, considérés comme guéris, peuvent tout à fait être prélevés. Donc, dans les contre-indications relatives, vous allez devoir peser les bénéfices et les risques, tout simplement. Est-ce que vous avez des patients qui peuvent avoir une augmentation de survie, on va dire, de 5 ou 10 ans, voire 15 ans, même si les organes ne sont pas dans un état parfait? Voilà, c'est vraiment quelque chose qui se discute, évidemment, entre le chirurgien, préleveur et greffeur et le futur greffé, évidemment aussi avec sa famille, avec tout le corps soignant. C'est quelque chose qui est relatif. Sérologie hépatite B ou hépatite C positif, eh bien oui, certains patients qui sont B+, ou C+, peuvent être prélevés et peuvent être à l'origine de greffons. Pourquoi? Parce que pour l'hépatite B, on dispose d'un traitement, plutôt qu'un traitement, on dispose d'une vaccination efficace. Et pour l'hépatite C, eh bien, il existe également des traitements qui ont une efficacité relative. Et les cancers bien documentés, je ne reviens pas dessus, je viens de vous en parler. Dernier point, c'est celui des contre-indications qui n'existent pas, tout simplement. Vous n'avez aucune contre-indication à prélever un sujet alcoolique. Évidemment, vous ne prendrez pas les organes qui ont été lésés, vous prendrez les autres organes. Un sujet tabagique, eh bien, vous pouvez tout à fait prélever ces organes qui n'ont pas été touchés par les conséquences du tabagisme. Si vous avez une infection bactérienne dont les germes sont connus et sensibles, même une méningite, vous pouvez tout à fait prélever. Méningite, de toute façon, ça n'a des conséquences qu'au niveau du cerveau et du liquide céphalorachidien. Vous pouvez aussi avoir un passage sanguin, mais si c'est un germe connu et traitable, vous n'avez aucune raison de vous y opposer. La prise d'organes prime. Donc, ce n'est pas une contre-indication. Une hypertension artérielle, un diabète ou une sclérose en plaques ne sont pas des contre-indications à la prise d'organes. Voilà, ça c'est pour bien vous bâtir. Pourquoi est-ce que je vous ai fait ces diapositives? Vous pouvez tout à fait avoir un dossier style piège à con où on vous dit voilà, monsieur machin est alcoolotabagique et il meurt dans des circonstances qui restent à définir. Une greffe est-elle possible? Oui, évidemment elle est possible. Parce que tous les organes ne sont pas forcément pourris, tous les organes ne sont pas forcément abîmés. Même chose, et ça arrivera à mon avis, puisque c'est moins litigieux, dans un cas de diabète ou un cas d'hypertension artérielle. Surtout si le sujet est jeune et que ces maladies n'ont pas encore eu le temps d'avoir des conséquences organiques ou des conséquences cliniques. J'espère que c'est clair.